Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée du JUG Nantes. Ce soir, moi, je voulais vous présenter quelques fonctionnalités qui vont arriver avec le Java 9. Donc vraiment, l'idée, c'est juste de faire un tour d'horizon de tout ce que vous allez pouvoir rencontrer avec la prochaine version du JDK. Donc pour commencer, un petit mot sur moi. Je suis Laurent Maillet, je suis consultant chez Zenica, principalement sur du web et aussi pas mal sur du Java. J'ai mis mon compte Twitter si vous avez des questions sur le JDK que je ne pourrais pas poser ce soir. Avant de commencer, je voulais faire un petit tour d'horizon, savoir qui aujourd'hui, sur ses applications en production, travaille sur un JDK 8. Allez, on va dire à peu près 30%, ce qui est pas mal, je m'attendais un petit peu moins. Donc Java 8 est sorti depuis déjà 2 ans presque, donc ça commence à faire un moment. On voit quand même que les entreprises sont pas mal en retard, donc pour au moins 70% des personnes présentes, il y a au moins 2 ans de retard. Java 9, initialement, devait être releasé en début de cette année. Donc l'idée d'Oracle, c'était de faire une release du JDK tous les 2 ans à peu près. Donc ils avaient sorti une release en 2014, donc ils voulaient en sortir une en 2016. Ils ont sorti une première roadmap où le Java 9 devait être sorti en septembre 2016. Malheureusement, il y a à peu près un mois, Mark Reynolds, donc l'architecte en chef d'Oracle, a indiqué qu'il rencontrait des problèmes avec une certaine fonctionnalité, je reviendrai dessus plus tard. Et au final, donc, ils vont sortir Java 9 pour le moment, début 2017, ce qui fera à peu près donc, 3 ans entre les deux versions du JDK. En soi, c'est pas très grave, parce que comme on l'a vu déjà, la plupart des personnes sont déjà en retard, ils sont même pas encore en Java 8, donc ils repoussent d'1 an au final, enfin de 6 mois là pour l'instant. C'est pas vraiment très impactant pour la plupart des personnes. Un mot, je vois qu'il y a 70 JEP. Je pense que la plupart des personnes ici peut-être connaissent ça, les JSR. Donc les JEP, ça va vraiment être tout ce qui est amélioration du JDK. JSR, ça va plutôt être en rapport avec le langage Java. Donc par exemple les lambda, etc. Donc c'est vraiment plus proche avec les spécifications du langage. Donc ça va être plutôt des JSR. Donc là, toutes les fiches concernent plutôt le JDK plutôt que le langage en lui-même. Première fiche. Pour chacune des fiches, j'ai voulu montrer un peu l'état d'avancement de la fonctionnalité. Donc là, on voit que par exemple pour la JEP 102, donc, qui concerne l'API des processus, on voit qu'elle est plutôt bien avancée, donc elle est à l'état complété. Donc voilà, j'ai vraiment mis ça à titre informatif. Comme ça, vous pourrez vous donner vous-même avoir un avis sur à quel point ils ont pu avancer certaines fonctionnalités. Donc l'API des processus. Le problème principal qu'on rencontre actuellement avec cette API-là, ça va être tout simplement la récupération d'un identifiant de processus. Donc à l'heure actuelle, pour récupérer l'identifiant de votre processus Java, voici le code que vous devez plus ou moins faire. Donc code plus ou moins assez compliqué au final, donc avec l'utilisation de bytes, etc. Ce qu'on voit aussi, c'est surtout qu'il est très plateforme dépendant. Donc avec notamment le /bin/sh, donc qui rend ça dépendant au final de tout ce qui est Mac, Unix. Et donc si vous lancez ça sous du Windows, ça ne marchera pas, forcément. Et donc ça va vraiment à l'encontre du principe de Java, qui est write once, run everywhere. Donc là, c'est vraiment à l'opposé de ce que Java va faire. En Java 8, vous allez avoir une nouvelle interface donc qui s'appelle Process Handle. Vous pouvez déjà voir la documentation du Java 9 qui est présente, donc vous allez pouvoir voir toutes les méthodes qui sont disponibles, et vous allez tout simplement faire un .current.getPID, et vous allez récupérer votre processus courant. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une grosse avancée. L'autre but pour cette API, donc ça va être de pouvoir récupérer l'ensemble des processus du système, pouvoir gérer un ensemble de processus. Donc quand vous lancez un ensemble de processus dans votre application, pouvoir les manipuler, récupérer les sorties tout simplement, et aussi mettre en place un système de multiplexage sur les messages d'erreur pour éviter d'avoir un trop grand nombre de threads qui s'exécutent en parallèle. Donc je vous ai présenté quelques exemples. Le premier, pour récupérer un processus, donc vous lancez un processus via le process builder qui lui existe déjà, donc depuis JDK 5. Vous allez maintenant pouvoir récupérer le PID d'un processus que vous lancez dans Java. Autre nouveauté, donc, toujours avec le process handle, donc qui est vraiment nouveau lui, vous allez pouvoir récupérer l'ensemble des processus du système et
donc afficher des informations relatives à ces processus lancés. Donc pour ça, maintenant vous allez avoir le process.getPID qui au final fait appel au processHandle.getPID. Et voilà, des informations sur la commande, les arguments que vous avez pu avoir lancés, les redirections des informations, etc. Autre nouveauté, donc ça va être l'intégration d'un client HTTP2 natif dans JDK. À l'heure actuelle, pour lancer des requêtes HTTP, vous devez passer, si vous passez vraiment en natif, par l'HTTP URL connexion. Cependant, il y a plusieurs problèmes avec cette API. Déjà, elle date d'avant HTTP 1.1. Donc c'est-à-dire qu'elle a au moins une quinzaine d'années, à peu près. Elle est difficile à maintenir, elle est difficile à utiliser. Donc je vais montrer des exemples. Eux-mêmes, ils se sont rendus compte qu'ils avaient implémenté des comportements pour lesquels ils ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait derrière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle a été conçue pour supporter plusieurs protocoles. Donc le protocole HTTP, le protocole FTP et un ancien protocole qui s'appelle GoFrame. Et d'autres protocoles éventuellement. Et une autre grosse problématique, c'est qu'elle marche seulement en mode bloquant. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez envoyer une requête, votre thread va s'arrêter et donc il va être en attente de récupération de la réponse. Donc ça, c'est vraiment problématique. Donc avec ce client natif, pour faire une requête GET, voilà à peu près le code qu'il faut, donc on peut peut-être optimiser ça. Donc ce qu'il faut noter, c'est qu'ici, on dit je fais une requête GET. Ensuite, le con.getIt.stream va permettre de pouvoir lancer la requête. Et derrière, vous allez devoir vous palucher tout le travail avec les buffer readers, les input stream readers, ce qui est vraiment pas forcément très facile à utiliser. Donc là, c'est vraiment, si vous utilisez le JDK natif, comment faire une requête au plus simple en HTTP actuellement. Ça devient encore plus dur avec le POST, où quand vous faites un POST, vous envoyez également des données. Donc non seulement vous allez devoir traiter la réponse, mais en plus, avant de traiter la réponse, vous allez devoir faire le mécanisme inverse, c'est-à-dire, hop, ici, donc envoyer des données, donc cette fois, en sens inverse, on fait de l'output stream. Donc on voit le code qui est... Ok, bon, ça marche pas, qui est plutôt pas naturel. À l'heure actuelle, il existe d'autres clients HTTP. Donc par exemple, Jetty, Tomcat peuvent vous fournir des clients HTTP qui sont beaucoup plus faciles à utiliser. Le but, donc là, de permettre d'avoir un client HTTP2 natif, c'est notamment de faciliter l'utilisation du protocole HTTP2 avec comme principaux buts, ça va être de faciliter le passage d'HTTP 1 à HTTP 1.1 à HTTP2 et aussi introduire le mécanisme de serveur push. Donc le serveur push, c'est tout simplement le fait qu'un serveur puisse pré-envoyer, avant que le client le demande, toutes les ressources nécessaires à l'affichage d'une page HTML. Donc typiquement tout ce qui va être ressources JavaScript, CSS. D'autres buts pour cette JEP, ça va être mettre en place un mécanisme asynchrone d'événements, par exemple pour notifier que les headers sont envoyés, que le corps d'une requête a été reçu, et aussi prendre en charge les WebSockets. À l'heure actuelle, si vous voulez utiliser du HTTP2, c'est possible. Donc il y a Jetty, dans sa version 9.3, qui propose à la fois un client et un serveur HTTP 2. Tomcat, dans sa future version 9, va aussi proposer ça. Et vous avez aussi les serveurs Undertow et Netty qui en proposent. Il faut savoir que le Oracle pense prendre le code du client HTTP pour le transposer cette fois côté serveur avec la version des servlettes 4.0 pour faire donc cette fois-ci un serveur HTTP plutôt qu'un client. Nouvelle JEP, donc celle-là vous en avez forcément entendu parler. Donc c'est The Modular JDK. Donc c'est la fiche qui est à l'origine du report du JDK 9. C'est également la fiche qui a été à l'origine du report du JDK 8 d'un an. Donc c'est tout simplement le projet Jigsaw. Donc ça c'est vraiment une grosse problématique pour Oracle. Donc ça fait à peu près 8 ans qu'ils travaillent dessus. Donc ça a apparu sous d'autres noms, sous d'autres JSR. Mais ça fait quand même déjà 8 ans qu'ils travaillent dessus et ils n'ont toujours pas réussi à sortir quelque chose.
Donc vraiment là, s'ils ont repoussé JDK, c'est que pour ce système-là. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Alors déjà, ils sont obligés de réécrire plus ou moins tout le JDK. Donc ils sont en train de tout remodulariser le JDK, ils sont en train de tout revoir le code source aussi du JDK. Donc comment ça se traduit? Par exemple, à l'heure actuelle, vous avez des jars, quand vous regardez dans votre JRE ou votre JDK, par exemple le rt.jar qui va disparaître, le tools.jar va disparaître, tout ça au profit du nouveau système. Le but le plus évident, donc, ça va être de pouvoir faciliter la création d'images runtime pour des plus petits appareils. Donc, par exemple des Arduino, des objets connectés, etc. Un autre but voulu en réduisant la taille des images, donc ça va être tout simplement d'améliorer la sécurité et la maintenance. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Alors ici je vous ai mis un lien vers le blog de Zenica où on présente toute problématique de rétrocompatibilité liée à cette fiche. Donc maintenant, enfin bientôt, vous allez pouvoir définir des modules. Donc tout le JDK, lui, sera basé sur ce système-là de modules, en exportant ou en ayant besoin d'autres modules. Donc on peut voir, pour ceux qui ont l'habitude de faire du JavaScript, que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a en JavaScript chez Node, donc avec la notion de module, d'export et de require. Donc quand vous allez maintenant créer une librairie, vous allez pouvoir exporter des packages. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, quand une autre librairie va vouloir utiliser la vôtre, elle n'aura à sa disposition que ce qui est exporté. Ce qui veut dire que tout ce qui est dans un autre package, donc package que foo et base ici, et qui est public, ne sera pas disponible. Donc ça apporte un nouveau système d'encapsulation. Et maintenant, vous allez pouvoir dire aussi de quoi vous avez besoin pour que votre module, votre librairie fonctionne. Donc ça, c'est très important, parce que vous allez comme ça, grâce à ça, pouvoir construire des images dynamiques. Donc vous allez disposer d'un outil qui s'appelle Glink, qui va vous permettre, à partir d'un module, de créer une image minimale, donc qui va intégrer le minimum de modules dont vous avez besoin. Il va vous créer une image et vous allez pouvoir lancer votre application sur cette image minimale. Autre fiche, donc le JShell. Donc c'est tout simplement apporter un shell de type REPL pour Java. Donc c'est connu sous le nom de Projecula. Le but, c'est vraiment de faciliter l'apprentissage de Java. Vous n'avez plus besoin forcément d'installer tout un environnement, soit à base d'Eclipse, soit où vous devez faire la compilation à la main, ce qui n'est pas facile forcément quand on commence l'informatique. Donc là, maintenant, vous aurez juste un shell, vous tapez JShell, et derrière, c'est parti, vous pouvez commencer à faire du Java. Il y a déjà une image sur Docker qui est disponible. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu comment ça marche. Ça va, vous arrivez à lire? Ouais, parce que... Ok. Donc, comme tout évaluateur, vous pouvez faire des opérations basiques, donc 1 plus 1. Si vous assignez pas ça à une variable, ça va être automatiquement capturé dans une autre variable. Donc là, on voit qu'on a une variable $1. Donc vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez. Et derrière, ces nouvelles variables qui ont été créées, vous allez pouvoir aussi les manipuler. Donc, par exemple, $1 plus $2. Tac. Donc pareil, c'est évalué dans une nouvelle variable, $3. Vous avez un système d'aide. Donc là, on ne voit pas tout. Donc il vous liste l'ensemble des commandes disponibles. Quelque chose d'utile, par exemple, c'est /v qui va vous permettre de lister l'ensemble des variables qui sont disponibles dans votre shell. /l qui va vous lister l'ensemble des commandes que vous avez déjà tapées. Et donc profiter de l'historique. Par exemple, ici on voit que
dans l'historique, la première commande c'est 1 plus 1. Si je tape /1, ça va réexécuter cette commande. Vous profitez aussi d'un système d'autocomplétion. Donc ça, c'est pratique. Hello, check, tac. Vous n'avez pas besoin de mettre de point-virgule dans les expressions simples sur une ligne. Vous pouvez importer des librairies externes. Donc, j'ai la classe pass. Hop, tac. Voilà. Donc là, j'ai importé une librairie. Maintenant, je peux utiliser ce que j'ai défini dans cette librairie. Donc, par exemple, hop, point étoile. Donc là, ça m'a importé une classe qui s'appelle Hello. Voilà, et derrière, ben, je peux profiter de l'autocomplétion toujours. Et voilà, tout simplement. Donc là, vous allez pouvoir importer toutes les librairies que vous voulez. Une dernière fonctionnalité intéressante, quand vous définissez une fonction, par exemple, ou une classe, ça marche aussi avec les classes, faites appel à une méthode ou à une classe que vous n'avez pas encore définie. Voilà. C'est vrai que là, il faut le point virgule. Voilà. Là, il va nous indiquer qu'on n'a pas défini la méthode bar. Donc c'est pas grave, il a quand même compilé la fonction, mais tant qu'on n'aura pas soit créé la fonction bar, parce que là c'est une fonction, soit importer la classe nécessaire, on ne va pas pouvoir l'exécuter. Donc là, je peux rien faire. Maintenant, j'ai juste à définir une fonction bar qui fait et derrière, tac. Voilà, et maintenant je peux exécuter la fonction foo. Raté. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment très pratique. Si vous définissez une fonction, une classe, vous oubliez un import ou simplement une déclaration de fonction, bah, vous n'avez pas besoin de tout retaper derrière. C'est sauvegardé en mémoire. Et derrière, quand vous allez réexécuter, bah, ça va très bien marcher. Tac. Nouvelle fiche. Donc là, tout simplement, c'est pour reprendre le système de notation des versions. Donc à l'heure actuelle, on a plusieurs façons de nommer les versions du JDK. Donc ça va être par exemple JDK 7 update 60, qui sera égal à 1.7.0.60, qui sera égal à JDK 7 U60. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs manières de nommer les différentes versions du JDK. Notre problématique, c'est que le système de numérotation concernant les releases mineures et les releases de sécurité est complexe à comprendre. Donc là, j'ai cité le système actuel, c'est tout simplement ça marche comment déjà, les releases de... Voilà, les mineurs releases au-dessus des releases de sécurité doivent être des multiples de 20, mais selon les cas, il faut que ce soit des nombres impairs, auxquels on ajoute 5 ou 6 selon un autre cas, donc voilà, c'est très compliqué. Et quand on se pose la question de savoir entre la version 1.7.60 et 1.7.55, laquelle contient le plus de releases de sécurité, ben on est obligé de réfléchir pendant une demi-heure à cet algorithme, pour au final se rendre compte que les deux sont équivalentes. Donc ça, ils vont le revoir, tout simplement, sous ce système-là. Donc 3 numéros, $majeur, $mineur, $security. Donc $majeur qui sera la version actuelle du JDK. Donc JDK 8 sera 8, JDK 9 sera 9, etc. Mineur, donc toutes les releases mineures, donc ça va être des bugs fixes, d'accord, qui sera remis à 0 uniquement quand la version majeure sera incrémentée. Et pareil pour le $security, donc qui sera incrémenté lui que pour les versions de sécurité et qui sera remis à 0 une fois qu'on changera de version de JDK. Donc ça se traduit dans cet exemple-là. Donc on commence, on a 9.0.0. Première version de sécurité, donc on incrémente le numéro de sécurité. Donc deuxième version de sécurité, on incrémente toujours le numéro de sécurité. Puis dès qu'on a des versions mineures, on incrémente le numéro de mineur. Et comme ça, on sait toujours quelle est la version la plus sécurisée. Vous avez aussi des versions longues qui contiennent le numéro de build. Donc voilà. Donc ça c'est pour juste pour information. Je voulais poser une question aussi, c'est savoir qui ici avait rencontré des problèmes avec les fichiers de propriété. Donc des problèmes d'encodage, à savoir se retrouver avec
des anti-CHU. Bon alors, qui n'a pas? Il suffit d'utiliser de XML. Hein. Donc voilà, donc au bout de 20 ans, parce que Java fête ses 20 ans, enfin, donc, le support dans les fichiers de propriété pour l'UTF-8. Enfin, donc au bout de 20 ans. Il aura fallu peut-être des centaines d'ingénieurs qui sont passés là-dessus, je sais pas. Voilà, donc j'ai pas plus de choses à dire que ça sur cela. Fiche suivante, donc la JEP 230, qui consiste simplement à rajouter un outil de micro-benchmarking dans le JDK. Donc le but d'un micro-benchmarking, ça va être de pouvoir vérifier les performances d'une fonction. C'est vraiment à plus bas niveau, vérifier qu'une fonction évolue bien au cours du temps en fonction des paramètres qu'on lui passe. Donc cette suite va être basée sur l'outil JDK, qui est lui déjà existant. Et un autre but, c'est de pouvoir mettre en place, notamment dans le JDK, du testing en continu des performances. Donc j'ai implémenté un petit code pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je l'ai exécuté avant par contre parce que ça prend un petit peu de temps. Donc tout simplement, là le but c'était de vérifier les performances sur le tri d'un tableau. Donc ici on a notre fonction de benchmark, donc qui fait juste le tri du tableau. Donc on peut essayer différents tris, un tri à bulle, un tri à fusion, enfin voilà. Et derrière, on va pouvoir paramétrer notre benchmark. Donc ce que j'ai fait pour paramétrer, c'est tout simplement utiliser la notation @param et indiquer que notre tableau, pour les premiers tests, il va contenir 10 000 éléments, pour un second test, il va contenir 100 000, puis pour un autre test, il va contenir 1 million. Je vais initialiser donc le tableau avec des données aléatoires. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à faire. Et derrière, donc, vous avez des archétypes Maven qui sont disponibles pour Java, Groovy et Scala. Donc vous avez juste à les importer, les lancer, il va vous générer le projet donc avec cette classe-là, donc vous avez juste à rajouter votre code. Et derrière, vous faites un Maven clean install, ça vous génère un benchmark.jar. On voit pas, qui est ici. Tac. Donc ça génère un benchmark.jar. Vous avez juste à lancer le jar. Et donc, il va vous lancer les tests. Donc là, pour ceux qui ne voient pas. Voilà. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, plus il y a d'éléments dans le tableau, plus le tri est long, tout simplement. Vous avez différents modes de calcul, donc soit par exemple le nombre d'éléments par seconde, le nombre d'opérations par seconde qui sont réalisées, ou tout simplement le temps qu'il faut pour exécuter la fonction. Donc ça après c'est que du paramétrage. Autre JEP, c'est anti-release jar fight. Donc celle-là c'est tout simplement étendre le format jar actuel pour permettre d'inclure des fichiers qui vont être spécifiques à un JDK. Donc ici on a un exemple, on a un jar qui contient 4 classes principales et 3 classes spécifiques. 2 qui seront exécutées si on est dans un JDK 8, une qui sera utilisée plutôt si on est dans un JDK 9. Donc là ça va vous permettre vraiment de proposer un jar par défaut et implémenter des classes spécifiques qui vont profiter des nouvelles fonctionnalités. Donc par exemple, si vous avez votre classe A qui a besoin des notions de stream, plutôt que refaire tout votre jar, vous allez juste refaire la classe A, vous allez importer la notion de stream dedans, et vous allez proposer donc dans le dossier meta1 version 8, la A.class, et là donc, ça marchera très bien. Donc dès que vous exécuterez votre jar sur un JDK 8, cette classe-là sera utilisée plutôt que celle du root. Je vous ai mis un exemple, un lien vers GitHub, où quelqu'un met en place cette structure-là à partir d'un projet Maven. Ouais, l'intérêt de ça, c'est surtout pour les développeurs de framework. On a typiquement ce problème-là avec Jenkins, où on doit cibler un Java 6. Donc il y a plein de bouts de code qui font des bricolages, comme tu nous as montré au début, là, pour récupérer un process ID. En sachant que si on avait un Java 8, un Java 9, un Java, ça serait juste implémenté d'office par la plateforme avec beaucoup moins de mauvaises surprises. Donc avec ce mécanisme-là, en fait, ça permet tout simplement de livrer, au lieu d'avoir un if, je suis dans un Java 8 avec un bout de code qui détecte ça de manière un peu aléatoire, simplement d'avoir la classe alternative qui implémente ça avec les nouvelles localités.
Après, pour les projets finaux, Oui, bon, c'est vrai que pour les librairies, c'est c'est clairement un clairement besoin pour- majeur parce qu'on est tous à se dire on ne veut pas migrer trop vite parce que sinon on perd du monde. pareil pour la maintenance, c'est plus compliqué. Et du coup, on avait rencontré Hervé Boutnim puis d'autres personnes qui travaillent dans l'écosystème Maven. On avait rencontré Brian Goetz qui était à Devox, qui nous a dit j'aimerais bien parler avec vous de cette JEP parce que personne ne comprenait ce que c'était, parce que c'est du langage spécification, quoi. C'est en pur texte, et puis il s'est mis devant un tableau blanc, il nous a fait des petits dessins. Et on s'est dit c'est bon, il faudrait écrire les JEP avec un tableau blanc, en fait les gens comprendraient. C'est vrai qu'elles sont compliquées des fois. Et du coup, il est parti à faire ce projet pour montrer effectivement qu'on peut faire ça aujourd'hui sur Java 8. Il y a juste un class loader un peu bizarre à mettre en place. Pour terminer, donc je vais juste présenter très rapidement des nouveautés. Tout d'abord, le garbage collector par défaut va changer. Donc à l'heure actuelle, c'est le parallèle GC qui va être remplacé par le G1 qui est apparu avec le JDK 7, donc à 1.7. Donc il y aura le support d'Unicode 7, Unicode 8. CLDR, c'est donc l'utilisation de local data dans le XML notamment. Niveau sécurité, donc plusieurs fiches concernent TLS. Une concerne ALPN, donc c'est la sécurité sur HTTP2. Et aussi, quelque chose qui pourrait avoir un impact sur si vous migrez vers le JK9, donc c'est l'utilisation du PKCS12 en key store par défaut. Donc à l'heure actuelle, c'est JKS, donc ça va passer à PKCS12. Donc ça, c'est un point sur lequel il faudra faire attention. Il y a plein de mises à jour concernant les compilers JavaC. Des améliorations de gestion des chaînes, notamment, donc à l'heure actuelle, quand vous faites la concaténation, donc A plus B, dans le bytecode, c'est transformé en string builder. Donc sauf que ce qui se passe, c'est que le bytecode généré va contenir autant de string builder que de concaténation. Ce qui fait que vous allez plus difficilement pouvoir lancer le compilateur JIT, donc le Just-in-Time Compiler, pour que ça s'exécute plus rapidement. Et donc ils vont faire un travail là-dessus pour qu'à chaque fois que vous faites des concaténations, le code soit le plus minimal possible pour qu'à chaque fois le JIT compiler soit activé. Voilà, donc j'ai mis plusieurs liens, donc un lien vers les slides, un lien vers l'exemple de JMH si vous voulez aller plus loin de voir ce que j'ai fait, le lien vers le projet JDK 9, donc qui va lister l'ensemble des JEP qui sont impactés par cette nouvelle version, un lien vers une page wiki donc de sensibilisation à une montée de version sur le JDK 9, donc quel problème vous pourriez rencontrer, comment commencer. Et je rappelle le lien JDK sur la rétrocompatibilité. Voilà, c'est tout pour moi. Donc est-ce que vous avez des questions? Si on a le temps, je sais pas. Oups. Tout était clair? Avec l'espèce de console là, que j'ai une mémoire de poisson rouge, voilà. Est-ce que c'est possible de faire du scripting? Typiquement, je pense à des... Alors, pour facilement faire du scripting. C'est pas indiqué clairement dans la JEP. Je pense que c'est peut-être un but à terme aussi. D'accord. Mais c'est pas clairement indiqué, on pourra faire du scripting. Ok, très bien. Ouais. Justement, pouvoir rendre. D'accord, je comprends pas. J'ai de plus en plus vite pouvoir rendre des bouts de code exécutables directement depuis un programme Java, un peu comme le Groovy Shell. Je sais pas. Pareil, c'est opaque. Du coup, pour les slides, en fait, ça sera dispo sur le site de jeu ou pas? Pour les slides. Oui, ou sur Twitter. Twitter, c'est sûr que ça arrivera rapidement. Ouais. Ouais, il y a l'URL. Oh. Pas d'autres questions?